Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, la Martinique accueille durant 2 jours le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia. L'État français a été condamné à indemniser 15 détenus de la prison de Ducos, condamnation pour l'État pour traitement dégradant avec notamment des conditions d'hygiène jugées déplorables. Le carnaval est un élément essentiel du patrimoine culturel martiniquais. La mairie de Fort-de-France tient à rassurer les Martiniquais face à la rumeur de violence attendue. Nous développerons ces titres dans l'édition. Et notre invité ce soir nous parlera d'une étude en cours sur le prédiabète. Véronique Trainard est chargée de la recherche biomédicale. Bonsoir Madame Trainard. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Commençons cette édition en bref. L'école mixte C du Gros Morne était bloquée ce matin. Des parents d'élèves s'étaient réunis pour bloquer l'entrée de l'établissement à 8 h. Une action pour dénoncer le comportement d'un élève de CM1. L'enfant perturberait depuis plusieurs années la vie de l'école par des agressions envers ses camarades et le personnel de l'établissement. Plusieurs plaintes de parents ont été déposées contre cet élève de 9 ans suite à de violentes agressions sur leurs enfants. Les parents d'élèves avaient déjà averti à plusieurs reprises l'académie. Un enseignant spécialisé doit être nommé pour accompagner le jeune garçon. Et le tribunal administratif de Fort-de-France, je vous le disais, a condamné l'État français à indemniser 15 détenus de la prison de Ducos qui avaient porté plainte pour traitement dégradant, avec notamment des conditions d'hygiène déplorables. Ils recevront des indemnités de 1 200 à 7 300 € en fonction de la durée de la détention. Un reportage de Manuela Montlouis. Le tribunal administratif de Martinique a condamné l'État à indemniser 15 prisonniers du centre pénitentiaire de Ducos en raison de leurs conditions dégradantes d'incarcération. Le syndicat Force ouvrière pénitentiaire ne s'étonne pas d'une telle décision en faveur des détenus. Tout ça ne nous surprend pas. De toute façon, ce n'est que la 3e fois que l'administration pénitentiaire, le garde des Sceaux, la ministre de la Justice se font condamner par les tribunaux administratifs et la Cour d'appel de Bordeaux concernant les conditions de détention des détenus. Nous ne sommes pas surpris. De toute façon, l'administration pénitentiaire, au regard des conditions d'incarcération et de détention au CP de Ducos, ne mérite que ça. Nous pensons même que peut-être qu'ils préfèrent cette voie, les condamnations administratives des tribunaux, au-delà des sommes qui sont quand même aussi importantes, peut-être que ça leur coûte moins cher que de construire un 2e établissement pénitentiaire. C'est une surpopulation carcérale endémique, endogène, qui dure depuis maintenant bientôt plus de 10 ans. C'est 1100 détenus pour 569 places. C'est une prison infestée de rats, qui crée des maladies et de toutes sortes d'autres bestioles qui peuvent créer des épidémies au sein de cet établissement. C'est des moyens sanitaires insuffisants. Vous imaginez qu'un établissement fait pour fonctionner avec 450 détenus et qui fonctionne avec 1100, vous comprenez qu'en échelle, tous les services nécessaires aux détenus, à l'hygiène, à la sécurité, font défaut parce que le budget est toujours pour 400 détenus alors qu'il y en a 1100. Le ministère de la Justice, qui a reçu notification de ces décisions le 4 janvier, peut faire appel devant la Cour administrative de Bordeaux. Le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia, est arrivé hier en Martinique. Une visite de 2 jours durant lesquels il a rencontré le monde sportif martiniquais, le directeur du MEDEF et ce matin le président Alfred Marie-Jeanne avant de visiter l'Institut martiniquais du sport. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia, est sur le territoire depuis jeudi soir. Durant 2 jours, il rencontre le monde sportif de la Martinique dans l'optique des Jeux olympiques au Brésil et la candidature de Paris en 2024. Ce matin, à l'occasion de son entretien avec le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, il nous a fait part de l'objectif de sa visite. Discuter, partager, échanger avec les acteurs du sport martiniquais, avec les autorités locales bien sûr, avec les acteurs du monde économique, du monde médiatique. Je pense que d'abord il ressort un profond militantisme dans la rencontre que j'ai eue avec les acteurs du monde sportif. J'ai eu le sentiment de gens passionnés, très investis dans leur rôle de dirigeants bénévoles et soucieux en même temps de l'avenir par rapport à un certain nombre de contraintes dues non seulement à la territorialité mais aussi à ce que l'on pourrait appeler
les difficultés administrativo-techniques qui sont inhérentes à notre modèle et à notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai aussi que nous sommes à une époque où les réseaux sociaux, les nouvelles technologies ont fait bouger les lignes considérablement. Il va donc falloir s'adapter du mieux possible à une demande qui est différente de celle qu'on a pu connaître il y a 20 ans. 2 journées bien remplies pour se rendre compte des besoins qu'il peut y avoir dans le sport martiniquais, mais aussi attester une certaine forme de reconnaissance par rapport à l'apport du monde sportif antillais dans la réussite du sport français ces dernières années. Et je vous en parlais hier, le carnaval Foyalais fêtera cette année ses 110 ans. Il représente un formidable moment à vivre, mais une partie de la population martiniquaise s'interroge sur le déroulement de cette manifestation face aux menaces de violence qui planent sur ces jours de festivités. La mairie de Fort-de-France tient à rassurer la population. Walter Pintor a rencontré Maurice Fernet, le directeur du département Proximité Sécurité. Il fait le point sur les dispositifs d'accueil du public et de gestion de la manifestation. Reportage. Les jours à Fort-de-France, c'est effectivement un itinéraire qui est réservé aux parades, qui empruntent les voies les plus larges du centre-ville, notamment le boulevard Général de Gaulle, le boulevard Allègre, la rue Agnès de Proge, le boulevard Alfassa, le boulevard Chevalier Sainte-Marthe et la rue Bouillet, donc une boucle de 2,7 km. Donc, depuis plusieurs semaines déjà, nos services vérifient ces voies, l'éclairage public, tout ça pour éviter que des accidents ne se produisent au passage des vidés, puisque les jours gras, c'est 4 jours d'affilée de liesse populaire dans les rues de la ville. Nous mettons en place des barrages qui maintiennent ces personnes, les véhicules à distance. Il y a un partenariat qui est mis en place avec Odyssey depuis maintenant 2 ans, me semble-t-il, pour mettre en place sur le circuit des barres à eau, donc des points où on pourra se ravitailler en eau. Et nous incitons bien entendu la population à consommer de l'eau potable bien entendu. On peut parfaitement s'amuser sans évidemment consommer de manière excessive de l'alcool. S'agissant des autres dispositifs, donc un dispositif de secours, ou dispositif prévisionnel de secours comme nous l'appelons, qui va se traduire par la mise en place de 4 postes de secours. Un poste de secours au niveau donc, de la mairie, un autre sur la Savane, un autre poste de secours au niveau de la maison des syndicats et un autre poste de secours au niveau de l'école Marcel Placide à Rive-Droite. Pour accéder au centre-ville, comme les années précédentes, des points de contrôle, des points de palpation seront mis aux entrées du circuit. Alors évidemment, pour les petits malins qui seraient tentés de cacher un certain nombre de choses dans la ville, nous avons aussi nos moyens de détecter effectivement un certain nombre de choses. Et je rappelle d'ailleurs que la ville est sous vidéoprotection. Nous accueillons tout le monde, mais nous souhaitons surtout que tout le monde vienne faire la fête. Ceux qui seraient tentés par d'autres objectifs, feront l'objet évidemment de discussions, de rencontres, de dialogue bien entendu. Mais si ça ne suffit pas, la police nationale sera là pour évidemment régler les choses. Hier soir, le MEDEF présentait ses vœux pour l'année 2016 à la presse. L'occasion de faire un bilan de l'année 2015 et d'annoncer les perspectives pour cette nouvelle année. Jean-Pierre Zabulon y était, reportage. Président depuis 2011, Philippe Joc tient comme chaque début d'année à ce que le MEDEF présente ses vœux à la presse. On sait le rôle éminent de la presse, le rôle important de la presse, notamment en ces années un peu difficiles. On a une année 2015 très difficile avec beaucoup d'événements au niveau mondial. La presse a été particulièrement atteinte et nous voulons, comme à l'accoutumée, dire combien nous sommes sensibles au travail que vous faites, au rôle que vous avez en matière de démocratie et en matière de développement de l'information et de la connaissance de nos concitoyens. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de l'actualité économique du MEDEF, de la prochaine loi de développement économique des Outre-mer, puisque l'actuel LODEOM se termine fin 2017 et qu'il convient de la préparer d'ores et déjà. Nous avons beaucoup parlé des attentes du monde de l'entreprise et du MEDEF en particulier avec l'arrivée de la collectivité territoriale de Martinique, avec des thématiques qui concernent le tourisme, qui concernent l'ingénierie financière, qui concernent la gestion des fonds européens,
qui concernent les équipements structurants indispensables à la Martinique. Autant de sujets que nous avons évoqués de façon superficielle, mais qui ont permis d'échanger avec les journalistes présents. Alors, nous espérons une année de développement économique, une année de transition que nous espérons fructueuse quand même. Et donc vraiment plein de bonnes choses pour tous les entrepreneurs martiniquais, du développement, du chiffre et du résultat, parce que ça permet de créer de l'emploi. Le MEDEF ayant un rôle sociétal, Philippe Joc nous dit être conscient de la nécessité de travailler à l'amélioration de l'emploi en Martinique. La compagnie aérienne Corsair a réuni ses directeurs hier au François pour présenter ses vœux également. L'occasion d'annoncer les projets à venir de la compagnie aérienne. Yannick Granier et Emmanuel Amon-Louis ont suivi cette journée. Reportage. L'année 2016 s'ouvre sous les meilleurs auspices pour la compagnie Corsair. Au cours d'une journée de rencontre avec la presse au François, le président directeur général et les directeurs de Corsair ont tenu à présenter leurs vœux et surtout les perspectives marketing et commerciales de la compagnie aérienne. Les Antilles, c'est le premier marché de Corsair, c'est 37% de son chiffre d'affaires, on vole en direct, on est là depuis plus de 30 ans, on a des ambitions, on a annoncé récemment, vous le savez, le fait qu'on allait augmenter encore le nombre de vols sur Fort-de-France et sur Pointe-à-Pitre, on a donc des ambitions de conquête, de développement, c'est pour ça aussi que je suis venu rencontrer les équipes et que nous sommes en train de procéder au recrutement de chargés d'affaires commerciaux, c'est justement pour affirmer notre ambition. Nous lançons à partir d'aujourd'hui une offre promotionnelle à 434 €, toutes taxes comprises. Vous voyez, c'est un tarif exceptionnel au départ des Antilles qui sera mis en vente jusqu'au 23 janvier pour des départs et des retours entre le 8 mars et la fin du mois de juin. Donc on tient chez Corsair à toujours être en pointe, vous savez, sur le point de vue compétitivité, la tarifaire, mais bien sûr on continue à innover aussi en améliorant notre service, notre confort à bord. Là on a totalement revu par exemple récemment le site web de Corsair au départ des Antilles. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus que 2 depuis cela. Donc voilà, on est en recherche permanente évidemment d'amélioration. La compagnie Corsair entend ainsi assurer sa place dans la desserte aérienne en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi conquérir de nouvelles parts de marché. Parlons environnement à présent. Hier, la CACEM a signé la charte d'engagement entretien des espaces publics qui a l'objectif de 0 pesticides d'ici 2017. À travers cette signature, la CACEM souhaite également inciter les autres agglomérations du territoire à l'appliquer, puisqu'en 2017, les herbicides seront interdits dans les communes. Un reportage de Walter Pintor. Hier, à la salle du conseil communautaire de la CACEM, une signature de la charte d'engagement de la charte d'entretien des espaces publics a été signée en présence des représentants de la CACEM et de la Fédération régionale de la défense contre les organismes nuisibles de la Martinique. Depuis 2010, le contrat de la baie de Fort-de-France s'est saisi de la thématique de réduction des produits phytosanitaires en zone agricole. Le programme local de prévention déchets 2011-2016 s'est fixé l'objectif de réduire les déchets dangereux, dont les pesticides. Aujourd'hui, le principe, c'est via une signature d'une charte, montrer un engagement fort de la CACEM dans l'élimination complète de l'utilisation des pesticides dans l'entretien des espaces verts, des espaces publics. Donc aujourd'hui, la CACEM dit, à partir d'aujourd'hui, nous n'utilisons plus de pesticides sur l'entretien des bords de route, sur les espaces verts, etc. C'est un travail qui a été initié depuis 2010-2011 par les services qui s'occupent de la gestion de ces espaces publics, donc les bords de route, les espaces publics, les espaces verts, pour progressivement changer les pratiques, éliminer les pesticides de ces pratiques et utiliser des moyens alternatifs. Donc cela comprend des moyens tels que bien sûr l'arrachage manuel, l'arrachage mécanique, donc via des machines, via des débroussailleuses, des brûleurs de mauvaises herbes. Donc en fait on passe de la chaleur très forte sur les mauvaises herbes qui permettent d'éliminer ce qu'on appelle les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes de manière durable. Et puis également, on est en train de développer un nouveau principe, c'est de
implanter sur les bords de route des plantes de couverture. En fait, ce sont des plantes qu'on va sélectionner parce qu'on veut bien qu'elles soient présentes et elles vont coloniser ces espaces-là. Elles ne vont pas grandir à plus de 30 ou 40 cm, donc elles seront présentes, mais elles permettent d'avoir une végétation qui ne monte pas trop, et au lieu de passer la débroussailleuse tous les 15 jours à 3 semaines, eh bien, on peut passer la débroussailleuse 2 à 3 fois par an. Donc ça fait de réelles économies, à la fois financières, humaines et en pesticides. Cette signature traduit l'engagement de la CACEM dans la démarche zéro pesticide. C'est la première étape avant la labellisation. Celle-ci permet d'identifier les collectivités engagées dans cette démarche. Retrouvons maintenant Véronique Trainard, l'invitée de notre édition. Alors Véronique Trainard, vous travaillez actuellement sur un projet de recherche biomédicale concernant le diabète, le prédiabète. Expliquez-nous. Exactement. Nous avons lancé en Martinique et plus particulièrement à Fort-de-France une étude clinique sur le prédiabète. Donc pourquoi le prédiabète? Tout d'abord, il faut savoir que le diabète touche plus de 3,5 millions de personnes en France, avec un certain nombre de complications, que ce soit au niveau des nerfs, des reins, des vaisseaux sanguins, du cœur. Et il existe donc différents facteurs de risque comme le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies et tout ce qui est antécédent familial de diabète. Merci. Étant donné le nombre de cas croissants liés à l'obésité et aussi au vieillissement de la population, et étant donné les complications et le coût économique lié au diabète, l'idée c'est de travailler au stade avant, donc le stade prédiabétique, qui est caractérisé par une hyperglycémie à jeun, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang entre 1,10 et 1,25 g par litre. Nous recrutons des personnes entre 18 et 70 ans qui ont un IMC inférieur à 30, c'est-à-dire qui peuvent être en surpoids mais non obèses. Et l'idée, c'est de prendre un complément alimentaire naturel à base de plantes et d'algues. Donc l'idée, c'est de se dire qu'un médecin généraliste qui, en fait, face à un patient prédiabétique, ne peut prescrire que des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire lui réapprendre à mieux manger, à faire de l'activité physique. Le problème de ces mesures hygiéno-diététiques, c'est qu'à long terme, c'est très difficile pour les patients de le suivre. Donc nous proposons effectivement une solution qui est alternative, naturelle. Je sais que les Martiniquais, comme on va dire aux Antilles ou à La Réunion, connaissent les plantes. Une partie de ces plantes comme l'aloès ou le curcumin, etc., sont déjà utilisées et connues de la population. Donc l'idée, c'est justement d'avoir combiné ces plantes pour évaluer leur efficacité au cours du prédiabète. Mais en fait, votre traitement renforce le corps pour éviter de tomber dans le diabète. Exactement. L'idée, c'est d'agir avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prédiabète, il n'y a pas de symptômes. Je veux dire, autant le diabète, il y a des signes avant-coureurs, autant le prédiabète, n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, doit faire un bilan, se faire dépister régulièrement pour justement savoir s'il est atteint de prédiabète. Puisque justement nous souhaitons, on va dire, recruter 200 participants en Martinique. Donc c'est effectivement une étude multicentrique. Nous l'avons mise en place en Martinique, en Réunion et aux États-Unis. Nous allons également ouvrir un centre en Espagne. Donc là, effectivement, pour recruter et sensibiliser la population à l'importance de se faire dépister, nous organisons au centre de recherche clinique des dépistages tous les jeudis matins. Donc c'est au 215 avenue Léona Gabriel à la Cité d'Ilan. Et le numéro de téléphone donc, pour prendre rendez-vous pour se faire dépister ou pour des questions, c'est le 05 96 39 05 19. Donc tout le monde peut être prédiabétique, donc n'hésitez pas à vous faire dépister. Et alors ce traitement clinique, ce traitement de recherche, combien de temps dure-t-il? Alors, en fait, les participants vont prendre le complément alimentaire à base de plantes pendant 6 mois. Donc, il y a des prises de sang tous les 3 mois où on mesure des paramètres liés au glucose et aux lipides. Et il y a une visite en fait mensuelle chez un attaché de recherche clinique qui va suivre les participants, donc faire un entretien individuel, personnalisé, avec des questionnaires, des mesures anthropométriques comme la tension artérielle, le poids, etc. Et l'idée, c'est de suivre vraiment tout au long de cette période-là les participants, de répondre à leurs questions. Et 1 mois et demi après l'arrêt du complément, on refait une prise de sang et un entretien. D'accord, très bien.
Merci Véronique Strenard d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews et à 20h30 votre émission Le Kiosque. Passez un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.